Bonjour à tous. Oui, donc Justine, Managing Partner chez Artefact, en charge notamment de nos practices télécom et pharma, et du coup j'accompagne Orange depuis maintenant 6 ans autour des sujets de transformation data. L'idée là, c'est en une vingtaine, trentaine de minutes de vous brosser peut-être un panorama global de ce qu'on fait en termes de transfo et surtout de le rendre concret au travers d'un cas d'usage un peu emblématique. La feuille de route qu'on a reçue il y a 2 ans, c'est vraiment assez simple, c'est de dire on pense qu'on n'utilise pas du tout assez la data et l'IA et l'automatisation chez Orange France. Et il y a des consultants très chers et très intelligents qui ont dit si vous le faites, vous allez tout faire 300 millions d'euros d'impact sur le PNL. Donc il n'y a plus qu'à, allez-y. Donc ça c'était le cadrage qu'on a reçu il y a 2 ans. Pour faire short story longue, ils n'avaient pas tort, même si c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient dit, comme d'habitude. Mais l'idée est bien là, c'est une transformation volumique avec un impact fort sur le PNL. Et ça, je pense que vous en êtes tous convaincus, sinon vous ne seriez pas là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on a structuré et avancé. On essaye de mesurer notre maturité. Je pense que c'est toujours un sujet un peu compliqué de se dire est-ce qu'on est mature ou pas sur l'IA. On a tous un peu des définitions, des acceptations. Nous, on a pris un standard TM Forum, d'un questionnaire qui permet de s'auto-évaluer. Alors déjà, premier disclaimer, l'auto-évaluation, c'est une forte limite, mais au moins ça permet de se mesurer, de se dire où est-ce qu'on en est sur notre transformation. Et quand on l'a fait en 2020, on était à 2,9 sur 5, donc bon, pas forcément waouh. Et on mesure de façon régulière cette évolution. Donc là, normalement, on devrait être à 3,5 sur 5 à la fin de l'année. Donc ça avance, on a fait déjà plus 0,6. On est encore loin des meilleurs standards du marché. C'est vrai que quand on se compare aux champions alors dans le telco, on pense souvent à Vodafone, AT&T, Verizon. Donc on est encore loin de ces gens-là, mais on avance bien sur cette transformation. Comment on s'est structuré? On a défini 3 priorités, 3 grandes thématiques sur lesquelles on va travailler. Donc on s'est beaucoup focalisé dans la première phase de la transformation sur les cas d'usage emblématiques à forte valeur. Et maintenant on arrive plutôt sur des sujets de démocratisation, mais effectivement pour commencer ça a été les cas d'usage à valeur. Des actifs au service de ces cas d'usage et puis une transformation du modèle opérationnel et notamment la mise en place d'une gouvernance fédérée. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment on s'est structuré. C'était des grandes questions il y a 2 ans de la plupart des boîtes, je pense qu'on y a tous répondu, mais on est vraiment dans le modèle un peu standard de Ben Spoke, une petite équipe centrale d'environ 10 personnes qui anime l'écosystème. Chez Orange France, l'écosystème, c'est 400 experts en pro, entre data scientists, data ingénieurs, sur le sujet. Donc c'est très volumique, mais une petite équipe centrale qui a un mandat pour faire évoluer les choses. L'idée, c'est vraiment d'arriver à des offres as a service le plus possible pour les utilisateurs finaux. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur ça, donc c'est une très belle vision. Maintenant, comment on le fait, c'est là où ça devient plus compliqué, notamment pour l'IA as a service. Donc là, on va retrouver les notions de machine learning engineer qui commencent à poindre, des bac plus 3 un peu formés, qui sont capables d'aller faire du auto-ML, etc. Donc ça, on est tous d'accord qu'il faut y arriver. Le modèle opérationnel, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. La partie BI as a service, donc on sort à peine des rationalisations de choix d'outils de DataVis. Beaucoup de gens ont confondu la BI avec les outils DataVis, donc ça c'est maintenant un peu derrière nous. Mais maintenant c'est comment on rationalise, on optimise la façon dont on fait des dashboards. Data as a service, et ça nous notamment c'est vraiment avec un legacy extrêmement fort de SI très siloté et de mauvaise qualité de données. Comment on rend accessible la donnée hors d'un processus SI très lourd, imparfait, qui généralement décevait les gens parce que c'était 6 mois et 60 000 € pour avoir une colonne supplémentaire sur une table. Et comment on utilise à plein le data mesh et le cloud pour rendre la donnée plus accessible. Et puis enfin la partie plus automatisation et RPA. Voilà. Et ça se base sur une gouvernance de la donnée et une approche data mesh très forte. Un fort développement des capitales humains. Nos cas d'usage, comment on les fait? Là aussi, rien de surprise. On a beaucoup, c'est peut-être retour d'expérience, on a beaucoup hésité entre une approche tech-centrique ou business-centrique. Et puis maintenant, on est un peu au milieu. Donc on a beaucoup à un moment poussé des technologies. Regardez, tiens, le process mining, ça fait ça. Tiens, la reconnaissance d'image, ça fait ça. Et puis, sans forcément rencontrer un besoin business en face. Après, on a fait dans l'autre sens. Tiens, quel est ton problème? Quel est ton problème? Et puis, comme les gens n'avaient pas de notion de ce que la technologie pouvait faire, on n'avait pas forcément de cas d'usage. Donc voilà, donc c'est bien l'équilibre entre c'est quoi mes priorités business. Donc nous, comme beaucoup d'entreprises je pense ici, on veut faire plus d'argent, dépenser moins d'argent et rendre des clients plus heureux. Rien de nouveau sous le soleil, mais en fait on regarde ça par rapport à nos priorités, nos capacités technologiques. Donc on travaille beaucoup sur des optimisations de mix marketing. J'en parlerai pas, mais tout ce qui est recommandations personnalisées, donc ça c'est un des gros streams bien évidemment
comme je pense beaucoup d'entre vous. Voilà, chatbot, on n'est pas très bon encore. Et puis celui dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est celui du milieu, donc c'est la reconnaissance visuelle au service de l'intervention, qui est un de nos cas d'usage emblématiques. En fait, en France, on a décidé d'un plan de déploiement de la fibre assez spécifique, où en fait, il y a des gens qui construisent des réseaux fibres et il y a des gens qui raccordent des clients à la fibre. Et ça peut ne pas être la même personne. Et donc typiquement, ils se rencontrent d'un endroit qu'on appelle les points de mutualisation, qui sont ces armoires là, comme vous voyez les photos. Et donc à droite, c'est l'opérateur qui construit l'infrastructure, qui arrive avec un brin de fibre. Et à gauche, c'est l'opérateur commercial qui vous commercialise la fibre, qui vous raccorde chez vous. Donc à droite, vous allez retrouver des gens comme Axione, que vous ne connaissez pas, qui sont opérateurs d'infrastructure, mais aussi Orange, SFR, etc. Et à gauche, vous allez retrouver les 4 opérateurs commerciaux, donc Orange, Bouygues, SFR et Free. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose auquel tout le monde peut accéder, les OI, les OC, tout. Et généralement, quand un technicien intervient, vu qu'il n'est pas forcément super bien payé et qu'on ne lui donne pas forcément le temps de bien faire son travail, bah, il fait au plus vite. Et donc, il va laisser des bouts de plastique à l'intérieur, il ne va pas débrancher ce qu'il aurait dû rebrancher, etc., etc. Beaucoup de malfaçons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de ces armoires qui sont une catastrophe. Il y a des régions en France, il faut se rendre compte, où c'est tellement une catastrophe que dès qu'il y a une intervention, ça va forcément casser la fibre d'un voisin. Donc il y a des gens, je crois que ça a remporté le métro, où quand le technicien vient pour accorder, les gens surveillent ce qu'ils font pour éviter que ça débranche son internet parce que ça fait 10 fois qu'on leur débranche internet. Donc c'est un vrai problème au final pour les clients. Et donc en quoi l'IA peut aider ce problème-là? Déjà, le régulateur a rendu obligatoire pour les interventions de prendre une photo avant et après l'intervention. Donc ça c'est bien, nous on n'a pas eu le travail à faire, c'est le régulateur qui l'a rendu obligatoire. Nous ce qu'on a fait par-dessus, c'est dire une fois que j'ai les photos, il faut bien que je les traite, sinon ça ne me sert pas à grand chose. Et donc vraiment le cas d'usage là, c'est derrière tous les contrôles qu'on va faire sur les images pour permettre au technicien de clôturer en toute sécurité son intervention. Donc lui dire c'est bon, ton intervention elle est bonne, l'élément technique il est bon, tu peux partir. Voilà. Donc c'est ça le principe. Donc là, l'exemple typique sur la photo, vous voyez après là, donc ça c'est ce qu'on appelle une jarretière, ce câble-là. Et voilà, là il y a ce qu'on appelle un cordon zéro, donc c'est la jarretière qui n'est pas branchée. Voilà, donc l'image a reconnu, enfin l'IA a reconnu que le truc n'était pas branché, donc il devait soit le rebrancher, soit enlever le fil. Voilà. Juste pour dire en termes de timing et de grande phase, parce qu'après on va zoomer, donc on l'a commencé en mai 2021 et la mise en prod à l'échelle c'est au début du mois de septembre. Donc une grosse année entre vraiment l'idée et la mise en prod. On est assez content parce que d'habitude on est sur des time to market qui sont plus longs que ça. Ce que je trouve intéressant, c'est en fait on voit qu'il y a une grosse phase de cadrage de 6 mois. La partie construction des modèles, elle a duré 8 mois parce qu'en fait on a mis en place toute la chaîne de déploiement des algorithmes, mais maintenant un nouvel algorithme, c'est même pas 3 mois. Donc cette partie-là maintenant elle est industrielle et extrêmement rapide. Et on en parlera, mais on a une chaîne MLOps qui marche très bien maintenant sur ça. Et surtout, ce qui a été le plus long et le plus bloquant sur le sujet, c'est l'intégration dans le SI Legacy. Alors ça, c'est un classique, mais l'IA, parfois, ça va être très vite à développer. Mais l'intégration dans les applications des techniciens, ça nous a pris 8 mois, 9 mois. Et puis le déploiement terrain progressif, et ça on en reparlera, mais c'est vrai que l'acceptation par les techniciens de la recommandation de l'IA, c'est un vrai sujet. Et l'interaction homme-machine sur ça, elle est très compliquée. Et vous voyez que le déploiement terrain, on est passé le 29 juin, on était à 4% d'intervention, on est passé à 100% le 5 septembre. On parle de 7 à 10 000 interventions par jour. Enfin, c'est extrêmement volumique, quoi. Donc l'idée là maintenant, c'est effectivement de revenir un peu sur les apprentissages des différentes phases du projet. Donc juste peut-être en introduction, Artefact effectivement a accompagné Orange sur le déploiement de ce cas d'usage sur l'année qui vient de s'écouler. Donc au global, c'était une équipe environ de 7 personnes sur ce cas d'usage spécifiquement, donc hybride Artefact Orange. Et du coup, on a travaillé ensemble en équipe intégrée pour arriver effectivement à développer ce cas d'usage en moins d'une année. Donc peut-être pour faire d'abord en premier temps un zoom sur la phase de cadrage. Donc chez Orange, la particularité, c'est qu'effectivement, il y a un outil qui est présent, donc qui s'appelle effectivement l'AI Studio, qui est un outil de pilotage global des cas d'usage Data IA et qui accompagne vraiment l'équipe dans les phases justement de cadrage et de délivrée du projet. Donc qu'est-ce que fait spécifiquement cet outil? Donc déjà, effectivement, il permet d'avoir une vue 360 des projets sur les différents domaines métiers. Donc par exemple là, sur le domaine de l'intervention, ça permettait effectivement aux différentes personnes qui travaillent sur le projet d'avoir une vue à la fois financière et opérationnelle du use case. Donc quand on parle de vue financière, c'est globalement notamment un statut sur les coûts, donc où on en est globalement des budgets engagés, que ce soit des CAPEX, des OPEX, etc. D'avoir une vue également des gains, et opérationnel, ça permet effectivement de voir où on en est globalement sur le projet.
Ce qui a été effectivement aussi très utile, c'est d'utiliser cet outil pour tout ce qui est capture des idées et qualification. C'est-à-dire que cet outil permet aussi d'être un support pour l'organisation de tout ce qui est atelier d'idéation. Donc même en amont de l'identification de ce gros cas d'usage, l'équipe a travaillé sur l'identification des cas d'usage à valeur sur le domaine de l'intervention. Et l'usage de cet outil permet effectivement de facilement faire remonter les idées du terrain, c'est-à-dire que notamment les opérationnels en unité d'intervention ou bien les opérationnels dans les différentes régions peuvent faire remonter des idées qui peuvent ensuite être qualifiées plus spécifiquement. On a aussi utilisé cet outil comme un médium, pour notamment récupérer tout ce qui est les guidelines qui sont très importantes pour Orange sur tout ce qui est qualité, sécurité, compliance et éthique. Donc avec des prescripteurs du coup de guidelines qui utilisent cet outil pour diffuser largement aux équipes projet du coup les bonnes pratiques de sécurité, de compliance, éthique. Médéric reviendra également sur ce point. Donc voilà, donc tout cet outil nous a accompagnés en tout cas dans cette phase-là. Un autre enjeu très important de cette phase de cadrage, c'est tout ce qui est mesure de la valeur, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart de nos clients. Donc un enjeu effectivement très fort d'arriver à constituer assez rapidement au début de projet le business case pour être en capacité de voir ce que concrètement les gains qui allaient être générés grâce au projet. Donc ça a été la première phase de cette phase de cadrage a été dédiée à ça. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a passé pas mal de temps effectivement au début à arriver à établir ce business case. Donc on a travaillé en étroite relation, et ça aussi je pense c'est une spécificité Orange, en tout cas moi je ne l'ai pas vu dans tous les contextes, avec une implication forte notamment du contrôle de gestion dans cet exercice-là. Donc c'était vraiment un contrôle de gestion, équipe projet avec notamment la présence du tech lead et également métier de l'intervention pour arriver à établir au plus précis ce business case. Donc on s'est heurté à deux, on va dire, difficultés. Donc le premier c'était l'absence de baseline métier. Donc c'est-à-dire que effectivement on ne savait pas combien de malfaçons étaient réellement générées par Orange, notamment dans les années précédentes. Donc, parce que effectivement ces contrôles qu'a évoqué Médéric en introduction en présentant le cas d'usage étaient assez sporadiques, c'est-à-dire qu'au global il y avait uniquement 5% des interventions qui étaient contrôlées avant la nouvelle réglementation qui a essayé de généraliser ces contrôles. Du coup, on n'avait pas de baseline métier qui nous permettait de commencer à travailler. Deuxièmement, quelle part, globalement, allait être détectée par les opérateurs d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des malfaçons, mais certaines peuvent parfois passer au travers de ces contrôles-là. Donc, comment arriver à estimer cette part-là et ensuite, effectivement, quelle part allait générer effectivement une pénalité. Donc, l'idée, c'était effectivement, bien sûr, de partir d'hypothèses métiers pour arriver à travailler cela. Et deuxièmement, pas de recul et pas de retour sur quelle allait être la performance de l'IA. C'est-à-dire qu'on avait plein de malfaçons à détecter. On savait qu'il y en avait qui allaient être beaucoup plus complexes que d'autres à faire via les modèles, et du coup, on ne pouvait pas présager de la performance future de l'IA. Donc nous, ce qu'on en a retiré comme learning, c'est le fait de rapidement arriver à établir des grosses pierres pour pouvoir se lancer, et ensuite revenir au fil de l'eau. Donc c'est vraiment un processus itératif au cours des phases de delivery et de test pour mettre à jour ce business case. Deuxièmement, grands enjeux de la phase de cadrage, c'est la phase de discovery, pour notamment bien comprendre le besoin métier, mais aussi pour favoriser l'adoption a posteriori. Donc on a vu que c'était un enjeu assez majeur. Donc chez Artefact, nos product owners sont effectivement formés assez classiquement aux méthodologies agiles, mais aussi aux méthodologies de développement produit. Donc méthode que nous-mêmes on a déclinée sur le développement de produits IA et data, prenant en compte effectivement toutes ces spécificités. Et on s'est rendu compte effectivement que c'était l'étape la plus critique pour notamment s'assurer effectivement de l'adoption a posteriori, s'assurer effectivement qu'on design un produit qui réponde aux besoins bien sûr des techniciens et qui favorise cette adoption. Donc là vous avez 4 grands apprentissages et principes qui ont été mis en place par l'équipe. Donc premièrement l'observation, c'est-à-dire parler à ses utilisateurs plutôt que parler d'eux. C'est-à-dire que généralement, quand on met en place un cas d'usage, on a tendance effectivement à mettre en place des interviews, souvent avec les managers de ces techniciens, ou je ne sais pas si on travaille sur un autre domaine avec les managers, par exemple des agents de service client. L'idée, non, c'est vraiment d'aller essayer de parler directement à l'utilisateur final pour être en capacité effectivement d'un peu matérialiser son quotidien. Donc ça, c'était vraiment le point. Donc là, l'équipe a fait par exemple plus de 10 immersions terrain, rencontré dans 5 régions différentes, avec 3 métiers de l'intervention observés, à la fois avec des sous-traitants, avec des internes Orange, pour effectivement être en capacité de voir les différents contextes.
Deuxièmement, neutralité. Donc l'idée c'est d'avoir aussi de diversifier les zones géographiques métiers. Donc par exemple, nous, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des régions qui étaient qui étaient beaucoup moins, qui généraient beaucoup plus de malfaçons, où effectivement le réseau était beaucoup plus dégradé que sur d'autres. Donc l'idée c'était effectivement de diversifier les contextes pour pouvoir lisser aussi ces différentes aspérités-là. Mais en jeu effectivement à balancer neutralité avec analyse des extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des contextes spécifiques très volumiques qu'il faut prendre en compte dans effectivement la construction des modèles. Donc là par exemple on a un exemple effectivement où en sous-sol à Paris les techniciens n'ont pas forcément de réseau, ne travaillent pas forcément toujours sur les mêmes infrastructures. Donc il y avait un enjeu effectivement à identifier ces contextes-là pour pouvoir les prendre en compte et maximiser la performance. Et dernier point donc, qui est très important, c'est que nous quand on fait ce genre de visite terrain, quel que soit le client, souvent effectivement on est toujours très bien accueillis. Et on nous met un petit peu en place des journées dédiées. C'est-à-dire on va vous faire voir cette situation-là qui ne correspondent pas forcément à la vraie réalité terrain. Et nous, ce qu'on a vu, c'était vraiment un enjeu fort à être limite en shadow dans des journées, on va dire, classiques, qu'un technicien d'intervention peut vivre, pour être en capacité d'identifier les aléas, voir les aléas, voir les problèmes aussi, en fait, rencontrés par ces personnes-là au quotidien. Donc voilà, c'est un petit peu nos learnings sur cette phase-là. Et globalement, en dernier mot pour conclure, en apprentissage, c'est vraiment, nous on a passé beaucoup de temps sur ce sujet du business case qui est clé, qui est très important, mais le fait c'est, je pense, de maximiser le temps passé sur cette phase de discovery, quitte à revenir après sur ces sujets de valeur. Mais juste pour vous dire qu'on utilise à plein donc les architectures GCP pour à la fois entraîner, déployer et puis containeriser l'IA pour être consommable derrière par l'application du technicien, puisqu'à la fin le technicien il a une application sur son téléphone. Donc effectivement voilà, c'est extrêmement nécessaire pour nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des modèles qui sont des modèles basiques d'OCR, assez standards, qu'on comprend direct les API de Google. Certains sur lesquels on a fait de l'auto-ML. Voilà, à la fin, c'est quand même beaucoup de modèles parce que par exemple, est-ce que la photo est floue, pas floue, est-ce qu'elle est bien cadrée, est-ce qu'elle a les bons niveaux de contraste. Il y a plein de checks qu'on doit faire de base. Et donc derrière, on a une librairie de ces modèles. Juste sur la partie labellisation, c'est un passage intéressant. Ça, je pense que tout le monde sait ici à quel point l'IA est bête. C'est 80 000 photos qu'on a dû labelliser. En fait, on l'a fait de façon itérative, donc c'est vraiment le trade-off. On doit vite labelliser pour pouvoir tester assez vite un modèle. Par contre, après, on doit toujours retester de plus en plus, relabelliser de plus en plus pour pouvoir améliorer la précision. Donc, peu de photos au début pour pouvoir vite prouver la valeur, beaucoup de photos pour améliorer la précision et le recall, parce que derrière, nos techniciens n'acceptent, dans l'adoption par les techniciens, si on n'est pas bon sur la précision et le recall, ils n'adoptent pas. Et pour labelliser, vu le volume, on a pris un partenaire qui s'appelle Isaït, qui est du impact sourcing sur la partie des labelliseurs. Donc on a pas mal aimé travailler avec eux. 80 000 photos, plus à dire. Alors ça c'est une spéciale dédicace pour Uriel qui a monté ce projet. Juste pour vous dire, vraiment je ne la commande pas en détail, mais en fait nos chaînes MLOps, je pense que comme tout le monde ici, elles évoluent à vitesse grand V et elles changent tous les jours. Donc on a vraiment une approche modulaire de nos chaînes qui se base sur deux grands outils entre Dataiku et Vertex, mais avec des briques qui vont être agnostiques de ces chaînes. Donc typiquement sur le data labeling, on a Isaït, Airtex et puis Snorkel maintenant qu'on est en train d'intégrer. Avec des chaînes qui sont aussi autonomes. Donc par exemple sur la partie CI/CD, ça c'est une chaîne interne sur laquelle on travaille. Et ça s'enrichit tous les jours. Mais c'est vraiment la base de notre travail et sur lequel on gagne énormément de temps maintenant sur le delivery. Donc typiquement, comme je disais, maintenant un nouvel algo de reconnaissance visuelle, c'est 3 mois maximum pour la mise en prod et le monitoring de la performance dans le temps. On a une approche très forte là, sur l'IA responsable côté Orange France. Et notamment, on a une conviction, c'est que c'est pas quelque chose de naturel pour les équipes projet d'avoir une approche IA responsable by design. Puisque c'est un sujet nouveau, compliqué, sur lequel on a vraiment besoin de collectivement progresser. Donc on a encore 2 bonnes années, voire 3 bonnes années avant qu'il y ait une régulation qui arrive. Donc c'est bien, on a un peu de temps. Par contre, vu l'effort que ça demande de le faire, je pense que si on ne commence pas tous collectivement à travailler by design nos projets, dans 3 ans, on va vivre une vague bien plus pénible que les RGPD sur le sujet. Et donc nous, comment on a fait? On s'est définir l'IA responsable, donc on a pris la définition de la Commission européenne avec les 7 piliers qui sont ici. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil.
Par contre, ce qui est important, c'est qu'on se fait des audits internes des projets pour savoir à quel point ils respectent ce qu'on pense être les bonnes pratiques d'IA responsable. Donc nous, on a tout un référentiel avec des questionnaires, des actions à mener par les équipes projets, et on vérifie, alors, plutôt généralement by design, mais là aussi ex post dans des cas d'audit, la mise en œuvre de ces actions. Et donc typiquement là c'est le résultat réel, donc pareil, il ne faut pas trop le partager parce que bon, on n'est pas entre nous, quoi, de cet audit sur ce cas d'usage. Donc on voit qu'on a des sujets sur lesquels on est plutôt bon, typiquement la partie contrôle humain. On a fait énormément de choses pour s'assurer de la bonne prise en compte par l'humain de l'IA en amont. Je pense qu'on n'a pas passé assez de temps sur le change lors de la mise en production. En amont, on avait passé beaucoup de temps pour travailler avec les techniciens comme Justine l'a dit, mais maintenant en production, on a quand même pas mal de rejets parce qu'on retrouve les notions de flicage, les notions de contrôle. Donc ça, il faut qu'on y travaille encore un peu plus. Donc vous voyez, bon, la partie robustesse, donc après on a des recommandations à faire sur chaque fois. Mais sur nos chaînes MLOps, on n'a pas encore forcément les bons KPI de mesure pour suivre les dérives de certains algos. Donc voilà, bon, la partie transparence, là aussi sur les algos de reconnaissance visuelle, on n'est pas forcément... c'est très difficile d'être assez transparent parfois vis-à-vis des techniciens qui nous disent mais je ne comprends pas pourquoi la photo m'a dit que ma photo n'était pas bonne. Et là-dessus, on a du mal parfois à expliquer directement. Donc en volume, je vous dis, quand on est arrivé, il y avait à peu près un peu moins de 10 cas d'usage en production et on n'avait pas de vision consolidée des cas d'usage. Donc maintenant, comme Justine a présenté, on a un outil où on voit tous les cas d'usage. On en a 140 en prod à la fin du premier semestre. Et on pense qu'on a divisé le lead time par 2, même si on avait du mal à le mesurer par avant. Mais donc voilà, donc maintenant on peut être entre 6 mois et 1 an pour délivrer un gros cas d'usage. Donc ça, on est assez content. Et surtout, c'est une transformation, on a 90% des métiers d'Orange qui font des cas d'usage. Donc ça aussi, c'est une mesure de succès. En termes d'actifs, voilà, je vous ai dit 3,5 pétaoctets disponibles. On a plus de 800 projets au sens GCP, 40% des données documentées. Dans Colibra, donc vraiment maintenant avec des glossaires techniques et business, pas toujours bon, mais bon, voilà. Gros travail de formation, on a plus de 280 experts qu'on a formés globalement. Et puis voilà, et sur la partie gouvernance fédérée, on en est à 80% des projets qui ont une mesure de la valeur validée par le contrôle de gestion, ce qui est le plus compliqué. Et puis je vais donner quelques chiffres. Voilà. On devrait finir l'année à 70 millions d'euros d'impact, donc on est assez content sur ça aussi. Et quelques leçons pour conclure. Quelques difficultés qu'on a connues. Toutes nos entreprises vivent beaucoup de transformations. On a tous eu la transformation digitale / agile. La data IA arrivait juste après ou juste en parallèle, plus toutes les transformations. Alors nous, on a des nouveaux managers, nouveaux directeurs, voilà, on a tout ça. C'est très difficile de gérer une transformation IA en plus de ça, mais ça c'est un classique. Mais il faut faire très attention. Nous, on a eu des réorgs en plus au sein des directions techniques. Donc vous mettez tout ça ensemble. Voilà, ça rend les choses difficiles. On a tendance à croire aussi, et surtout dans des modèles où on a des centres d'excellence qui ne sont pas dans le SI, à croire que la data IA vit toute seule. Donc c'est totalement faux, bien évidemment, et notamment dans l'intégration avec le SI. Donc c'est d'ailleurs le point de ne pas être attaché à l'IT, mais d'être très bon ami avec l'IT. Donc c'est un peu notre quotidien, puisque la data IA doit s'intégrer dans un système, dans un écosystème SI, et ça c'est 80% du boulot, je pense. Voilà. Ne pas être trop tech, donc comme j'ai dit, on a eu tendance au début à être parfois très tech-centrique. Tiens, regarde les chatbots, tiens, regarde la reconnaissance visuelle, c'est vachement bien. Ça parle pas forcément au métier, donc voilà. Mais par contre, comme je disais, c'est arriver avec des solutions techniques à des problématiques métiers. Par l'exemple, par le partage de best practices, ça c'est vraiment essentiel. Donc on a un modèle safe chez Orange France. Ça permet de bénéficier d'une structure normale de gestion des budgets et de priorisation des projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû réinventer comment on gère un projet, donc quelles étaient les étapes d'un projet, ça c'est défini par l'agile. Les méthodes de priorisation, c'était déjà défini, donc nous on a bénéficié à plein, on a juste mis des règles de gestion spécifiques à l'IA, notamment sur des valorisations, mais sinon c'est le modèle safe qui s'applique. Nous, ce qui a beaucoup marché aussi, c'est d'avoir des levées d'action dédiées, notamment le budget conseil qu'on a avec Artefact et qu'on a pas mal utilisé, puisque c'est
très compliqué quand on définit le business case d'une transformation d'aller dire tiens la data gouvernance ça va te rapporter tant, tiens la migration dans GCP ça va te rapporter tant, tiens le budget conseil ça va te rapporter tant. En fait voilà, je pense que ça a très peu de valeur d'aller définir l'impact de chacun des leviers, c'est la transformation au global qui est nécessaire. Et donc ça on a pu avoir un bulkement qui nous était alloué chaque année de budget conseil notamment, où on pouvait décider de nous-mêmes de ce sur quoi on voulait prioriser. Facteur clé de succès assez classique aussi, c'est rattachement hiérarchique au bon niveau. Donc nous, on est par exemple ni rattaché à l'IT, on est rattaché on est rattaché au numéro 2 d'Orange France, qui nous permet d'avoir un bon positionnement hiérarchique dans l'entreprise, un bon levier au niveau du COMEX, et d'être au même niveau que l'IT. Donc ça aussi c'est extrêmement utile. Et puis le 10-20-70, il est totalement vrai, 10% d'IA, 20% de data et 70% de change. Et comme j'ai dit sur la partie Locovisu, ce qui fait la valeur maintenant, c'est que les techniciens l'utilisent. Ah oui, parce que j'ai quand même oublié de dire un point important, c'est que les techniciens ont le droit de ne pas accepter la recommandation de l'IA. Parce que pour nous, c'est un principe de base de l'IA responsable, c'est qu'on ne peut pas forcer, l'IA ne peut pas dire à un technicien « tu as bien fait au papier de ton travail » sans que le technicien ait un droit de recours. Pour nous, c'était essentiel. Donc le technicien a le droit de dire je veux pas quoi. Et donc si les techniciens n'utilisent pas la reco, en gros ça ne sert à rien de faire de l'IA quoi. Et donc c'est le 70 là où on en est vraiment en plein dedans en ce moment, de s'assurer qu'ils suivent bien les recos, qu'ils fassent l'effort de nettoyer les cabinets et autres. Merci.